bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue dans 7 jours en Martinique. Ce soir, je reçois M. Edmond Mondésir. Bonsoir, M. Edmond Mondésir. Bonsoir, Kylian Rial. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Oui, merci d'être là. Donc, vous êtes professeur de philo au lycée Schellcher à la retraite. Voilà. Vous êtes au lycée Schellcher, au lycée France Fanon aussi. Au lycée Schellcher, au lycée France Fanon. Donc, 6 ans en tant que président de la commission culture sous la mandature d'Alfred Marie-Jeanne. Tout à fait. Et aujourd'hui, je vous propose un regard sur l'actualité de la semaine avec la Friday Night à Rivière-Pilote. Donc, c'est vous qui commentez. D'accord. Les noctambules du vendredi peuvent satisfaire leurs attentes grâce à un petit concept live tout en ayant les pieds dans l'eau, la tête dans les étoiles autour d'une bonne table. C'est vendredi dernier, sur la plage de l'Anse-Piguier à Rivière-Pilote au restaurant Cascade, qu'a débuté la première d'une longue série. Pierre Rosier, l'auteur de cette conception, nous en dit un peu plus. Chaque week-end, pouvoir proposer quelque chose de totalement différent et de telle sorte qu'il n'y ait pas de monotonie musicale. On va passer du zouk aux percussions, au tambour, aller faire un petit tour dans le compas, retourner dans la salsa. Ce qui fait que la personne qui viendra ici, dans les Friday Night Beach, à l'Anse-Piguier au restaurant Cascade, vont découvrir chaque week-end une musique différente. On peut annoncer déjà les artistes. Là, ce soir, c'était Félo Denis et Stéphane Ravo et Pascal Morafa, Men in Black. C'était pour moi un honneur de jouer ce soir avec le public qui est venu très nombreux. Donc c'est un très grand plaisir, surtout de jouer au pays, puisque voilà, il m'arrive de jouer un peu partout, mais c'est toujours avec beaucoup plus de plaisir que je joue chez moi en Martinique. Toute la soirée, on nous faut serrer, pour deviner, tu peux sentir, ya ya, aïe 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 aïe. On jette un œil à la salle, aux clients, aux gens qui sont là, et on voit ce qu'ils aiment, et on embraye. Mais j'adore surtout les morceaux des années 80, 90 qui nous ont bercés, qui nous ont fait vibrer. Depuis je serai qu'éclairer l'amour, mais l'humanité. Après ainsi nous canouser, nous carrer, dans mon bec est fini, où c'est Juliette et mon Roméo, bec est fini, mon l'amour de mon numéro. Et c'est super, le public est vraiment au rendez-vous et magnifiquement, comme on dit magnifiquement parlant, c'est formidable. Nous vivons de notre musique. Et il faut éventuellement faire encore connaître notre musique. Il dit, tu es venu prendre l'attention et... Absolument, la température, qui est très bonne, très bonne. Donc tu vois déjà à la première, tu vois tous les artistes commencent à venir ici et je pense qu'aux autres, il y a plein d'autres artistes qui viendront pour passer un bon moment à côté de la plage parce que ben là bon, on y la met là, tout ben là bon. Absolument, les pieds dans l'eau. Aïe aïe aïe. Et la tête dans les étoiles. Ce soir il y avait Pascal Morafa, Men in Black, avec Félo Denis, Stéphane Ravon et bien entendu votre serviteur Pierrot. Un rendez-vous chaque vendredi soir sur la plage de l'Anse-Piguier pour la Friday Night Beach. Donc voilà, la Friday Night Beach à Rivière-Pilote. Donc le musicien que tu es... Oui, il y a déjà une première chose qui est, disons, intéressante. C'est que ça semble être un lieu de rendez-vous des musiciens, on va dire, dans une démarche de live, de rencontre, d'échange. Je pense que c'est très bien pour les musiciens et évidemment, c'est très bien aussi pour le public. Donc, c'est une démarche. Je crois qu'ici en Martinique, souvent, on a souvent parlé de ça, quoi. C'est-à-dire la nécessité d'avoir un ou des lieux où les gens puissent se rencontrer. Alors régulièrement, tous ne seront pas forcément là, je ne sais pas si ça tient, tous les vendredis, mais après ça crée un lieu de passage, un lieu de rencontre. Bon, je crois que les hommes, les individus dans une société quelconque, ils travaillent, disons, durant la semaine. Et à la fin de la semaine, ils éprouvent le besoin. Bon, on emploie le mot de décompresser. Je ne dirais pas décompresser,
parce que ça dit une idée de pression, tension. De tension. Parce qu'ils évoquent le mot de Friday Night là. Si je peux faire un parallèle, ce qui m'avait frappé quand j'étais allé à ces Gozilé, là, à cette Lucie, il y a longtemps quand même, hein, c'était une espèce de décontraction justement des gens, les gens qui viennent, qui remontent la rue, qui achètent le poisson, qui emballent ça dans de papier aluminium. Du jump pull fruit. Les choses comme ça qui vont et viennent. Effectivement, jump pull fruit. Il y a à notre endroit, il y a du poisson aussi. Donc, et ce qui m'avait frappé à cette époque-là, c'est cette foule qui va et vient dans un esprit d'absence de tension, hein, un peu décontracté. Bon, là, il y avait beaucoup on va dire, de musique enregistrée, quoi. Oui. Et puis, c'était toute la rue. Donc, la différence avec le concept ici, c'est un lieu avec des musiciens, un lieu vivant. Donc, chaque endroit du monde trouve le moyen d'exprimer ses rencontres de la manière qui lui convient. D'accord. Donc, on espère que ça va justement connaître le succès dans le sens où ça créera une relation entre les gens. Puis il y a un côté économique aussi, oui. Parce que les désirs des hommes et des individus sont objets d'échanges économiques. Oui, puisqu'il dit je vis de ma musique. Mais oui, ça fait vivre les personnes qui sont sur ce secteur-là. Je pense que c'est important aussi. Bien sûr. Alors, on va voir le deuxième sujet. Le maire de Fort-de-France condamne le projet de la CTM pour le lycée Schellcher. Donc, toi, tu as connu ce lycée. On va voir tout de suite ce reportage sur le lycée Schellcher. D'accord. Le maire de Fort-de-France condamne les décisions prises par la collectivité territoriale de Martinique relatives au lycée Schellcher. C'est en substance ce que l'on retient de la conférence qu'il a tenue ce matin face à la presse. Pour Didier Laguerre, ce projet ne prend pas en compte l'importance historique, architecturale et patrimoniale de ces bâtiments. Je suis inquiet par rapport au projet de la CTM parce que si on veut détruire le lycée Schellcher, si on veut arrêter le lycée Schellcher, le meilleur moyen, c'est de dispatcher les élèves dans plusieurs établissements. Nous connaissons tous le risque que ça fait courir à la non-inscription d'élèves dans les années qui viennent, donc à la diminution de la population d'établissements. Nous savons que les conditions de travail, à la fois des élèves du lycée Schellcher et des élèves des établissements qui vont les accueillir, seront rendues plus difficiles. Et donc, je suis très inquiet quant à la volonté de la collectivité territoriale de Martinique de maintenir la structure pédagogique du lycée Schellcher et de reconstruire finalement cet établissement et de faire en sorte que le lycée Schellcher en tant que tel continue d'exister à Fort-de-France et à Martinique. La ville de Fort-de-France, le maire de Fort-de-France va utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que le lycée Schellcher demeure sur le territoire de la Martinique et sur le territoire de Fort-de-France. Que nous gardions notre patrimoine historique, notre patrimoine humain. Nous ne pouvons pas envisager de construire une nation en rayant une partie de notre patrimoine, une partie de notre culture. Le lycée Schellcher est un des éléments de la formation des Martiniquais dans le passé. Le lycée Schellcher est l'établissement qui a permis à un certain nombre de Martiniquais d'origine très modeste de pouvoir se réaliser et de pouvoir s'assumer, de pouvoir sortir de leurs conditions d'exploitation. La solution de transit la plus efficace consiste à rassembler les élèves du lycée Schellcher dans l'établissement transit. Établissement transit dont la construction a été arrêtée pour justifier le fait qu'on dispatche les élèves et qu'on éclate la communauté scolaire. Et cet établissement transit a fait l'objet de nombreuses visites de la communauté scolaire, a fait l'objet de nombreuses visites des élèves du lycée Schellcher pour s'assurer qu'il était conforme aux besoins de la structure pédagogique. Il a été validé par l'ensemble de la communauté. Il était en cours d'achèvement, il reste quelques mois de travaux à réaliser. La meilleure solution, c'est de terminer ces travaux, d'installer les élèves et la communauté scolaire dans cet établissement de transit et de reconstruire le lycée sur le site. D'autres voix s'élèvent contre le projet visant le lycée Schellcher. La communauté scolaire de cet établissement déplore elle aussi la décision de la CTM et une pétition contre ce projet a été lancée. Donc voilà, Edmond. Non, mais ce qui m'a frappé dans le reportage, c'est ce que j'allais dire, l'absence de cohérence. Hein. Enfin, en tant qu'ancien prof de philo, quand j'ai ça, je suis complètement, disons, sensible à ça. Donc, dans le lancement du sujet, on parle de bâtiments. Hein? Ensuite, dans l'exposé du maire, on parle d'une équipe pédagogique.
Et la fin se termine sur un autre établissement en construction. Oui. Et il y a enfin une référence qui a été faite au passé en disant que c'est la formée des personnes d'origine modeste. Oui. Bon, là aussi, moi, je sais ce que c'est que le lycée Schellcher parce que je suis entré au lycée Schellcher en 6e. J'ai fait de la 6e jusqu'à la fin, jusqu'au bac. Ouais. Et après, je suis revenu enseigner une dizaine, quinzaine d'années au lycée Schellcher. Donc, je connais comme ma maison, quoi. Mais oui. Bon, alors l'analyse qui est faite sur le lycée Schellcher, les enfants modestes, etc. En fait, le lycée Schellcher était le lycée de l'élite. Quand on avait eu son prix, qu'on était très bien en commune. Oui. Et qu'on avait obtenu, bon, j'ai obtenu les premiers prix, etc. Vous alliez au lycée Schellcher. Donc, c'est pas tout le monde qui y allait. Non, je veux dire que quand on parle de socio modeste, c'est accessoirement. Bon, je connais beaucoup mais en fait, la destination même du lycée Schellcher était le principe de la formation, si tu veux, des élites, quoi. Oui. Bon, donc quand on énonce l'idée de modeste, ça n'a rien à voir. On peut être modeste et être performant. Et donc, il y a un processus dans l'enseignement d'avant qui est un processus très clair de sélection. Bon, on s'est bien battu contre ça, hein? Bien sûr, puisque il y a des élèves qui n'allaient jamais au lycée. Oui, mais en plus, c'était comme ça à l'époque. Oui. Pas de problème, hein? D'ailleurs, ce n'est pas forcément que c'était, si tu veux, quelque chose qui était inadéquat à la société, parce que les gens qui n'avaient pas réussi à entrer là, ils faisaient d'excellents métiers, ils réussissaient leur vie parfaitement. Et d'autres qui étaient allés faire des études revenaient, ils les voyaient avec des belles maisons, ils étaient entrepreneurs, ils avaient travaillé et tout. Bon, donc c'est l'idée que la construction de ces pays n'est pas, si tu veux, le fait unique de 2 ou 3 personnes qui seraient des élites intellectuelles ou des poètes ou des choses de ce genre. Donc moi, je veux dire que si on veut enseigner quelque chose aux Martiniquais d'aujourd'hui, il faut aller dans le sens, on va dire, d'une modernité plus effective en ce qui concerne la compétence, la valeur, etc. On peut se la parler du passé comme ça. Maintenant, pour le bâtiment lui-même, ayant été très longtemps là-dedans, ayant enseigné énormément, effectivement, il y a un problème que les gens ne mentionnent pas tout le temps. Ça veut dire que si vous êtes dans la cour latérale qui est là et que vous voulez monter à l'étage, il y a un petit escalier où il y a une personne qui peut passer maximum en se croisant avec les autres. Et puis, dans cet escalier qui monte et puis c'est en quelque chose comme ça. Ça veut dire que si on veut faire de la sécurité selon les normes actuelles, bah, il ne faut pas faire ça, ces escaliers qui se croisent là comme ça. Bon, ou alors il faut mettre le lycée Schellcher comme un bâtiment, on va dire, un musée, mais qui n'est pas fréquenté par des élèves. Je parle même de la conception, si tu veux, de la circulation dans ces accès-là. Bon, il y a l'escalier central qui est d'une certaine façon, les choses sont à côté aussi. Je connais toutes les salles, l'internat, tout ça. J'étais interne aussi, donc je connais très très bien. Donc je veux dire que de toute façon, avec la maladie du ciment et des ferrailles qui étaient des ferrailles qui avaient été sorties avec du sable qui était du sable de la mer, enfin tout le monde connaît ça. La longévité du bâtiment tel quel n'a rien à voir avec, si tu veux, nos souhaits. C'est-à-dire qu'on peut souhaiter que ça reste debout, mais ça ne reste pas debout. Je connais un autre bâtiment comme ça, où les gens se sont énormément battus. Quand j'étais président de la commission culture, on nous a envoyé des tas de dossiers pour nous dire qu'il faut conserver le manoir. Nous sommes allés regarder le manoir. Comme ça avait été fait un peu si tu veux, à plusieurs époques, je ne veux pas dire ça, ça paraît désobligeant. Hein? C'était attaqué de toutes parts et de partout. Ce n'était pas quelque chose qui était solide, qui allait tenir le coup. Pour que ça tienne le coup, il aurait fallu, bon, je ne sais pas, refaire, tu vois, autre chose en lui gardant la symbolique. Et c'est ça que, de tout temps, qui a été proposé. Donc le lycée Schellcher, pour être le lycée Schellcher, doit être reconstruit avec donc les éléments symboliques qui l'identifient comme lycée Schellcher notre histoire, mais avec l'apport moderne de nos architectes, etc., des hautes qualités environnementales, la circulation de l'air, etc., etc., etc. Ça semble quelque chose de complètement évident. Et ça l'était déjà.
D'accord. Et dispatcher les élèves puisqu'ils revenaient sur ça. C'est complètement notre problème qui est là aussi. Je suis stupéfié de, comment dirais-je, de la problématique de la logique de cette affaire. Bon, alors on dit, quel est le principe qui voudrait qu'il y ait une entité qui est une personne morale qu'on va appeler les gens du lycée Schellcher. Oui. Et, mais alors en plus, ça n'existe pas parce que d'année en année, tu vois, ça change. Vous voyez, les élèves changent. Hein? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une entité. Bon, il y a l'équipe pédagogique. Mais en fait, on a déjà vu même des individus ou des personnes, quand vous vouliez repeindre votre maison, tout ça, etc., que là, la peinture vous accommodait, vous allez pendant un moment ailleurs pour reconstituer de façon plus efficace cette équipe pédagogique. Le fait de vouloir absolument à quelque chose en bagaille forcé, comme on dit, parce que ce lycée de transit-là, il a augmenté les coûts. Lui-même, ce n'est pas évident pour la solidité et la sécurité non plus. Donc, la logique de l'argumentation, c'est ça qui me frappe. Ce n'est pas une logique qui soit tout à fait évidente. Ça ne saute pas aux yeux. Et les accusations qui sont lancées me semblent très, je veux dire, entachées de parti pris. Alors, je sais quelque chose de ces partis pris, puisque à l'époque où on devait déjà faire le lycée Schellcher, j'avais déjà fait la même analyse et j'étais étonné qu'on s'acharne à retarder justement le fait de pouvoir mettre à disposition de l'équipe pédagogique qui est là et des élèves un outil qui augmente la performance, parce que la performance n'est pas liée au bâtiment. Et il faut saluer les performances de la MEP, qui est extrêmement classée, et saluer les performances du lycée Francis Fanon, qui produit d'excellents cadres qui voyagent dans le monde entier, modernes et tout, et efficaces. Donc, ce que je pense, c'est pour l'intérêt de la Martinique dans notre efficacité générale. Et j'estime qu'on se démoralise en s'éternisant. Ça me pose un problème, moi. On se démoralise, on démoralise les Martiniquais en s'éternisant dans des espèces de querelles, comme je dis, dont les fondements ne paraissent pas manifestes ou évidents. Voilà. Donc, à mon avis, il est temps qu'on donne un lycée Schellcher moderne, efficace, etc., comme c'est prévu. D'accord. Alors là, on va voir la convention et congrès du PPM. Le Comité national du Parti progressiste martiniquais a fixé la tenue d'un congrès extraordinaire aux 24, 25 et 26 juin. Pour le préparer et tirer le bilan de la campagne électorale de la CTM, une convention se tiendra le 30 avril. Le Parti progressiste martiniquais va vivre des étapes importantes dans ces jours à venir, dans ces mois à venir. Nous sortons d'une période longue où nous n'avons pas eu de congrès. Je rappelle que le congrès du parti se tient tous les 2 ans. Là, pour des raisons d'élection municipale d'abord, ensuite à la CTM, nous n'avons pas tenu de congrès pendant les 2 dernières années. Et donc, nous allons avoir une convention d'abord, puisque nous revenons d'une élection importante pour laquelle il faut tirer un certain nombre de conclusions, analyser la situation à la fois pendant la période électorale et après la période, peut-être même un peu avant, et tirer des conclusions. Donc, convention pour permettre à la fois aux militants, mais aussi aux sympathisants de s'exprimer, de dire un peu les orientations qu'ils souhaiteraient voir abordées lors du congrès du parti. Et le congrès se tiendra très précisément le 24, 25 et 26 juin. Le 26 juin, c'est la date anniversaire d'Aimé Césaire. Et donc, à cette occasion, vous savez que pendant le congrès, les instances du parti tombent. Il n'y a pas pendant le congrès ni de président, ni de secrétaire général, ni de comité national. Et à la fin du congrès, tout cela est remis en place. Alors, bien évidemment, c'est un exercice démocratique durant lequel seront présenter des candidats et bien évidemment à chacun des postes à pourvoir. Et donc le parti pourra à partir de ce moment repartir sur de nouvelles bases avec des orientations très claires, des orientations politiques, des orientations organisationnelles et des orientations
pour pérenniser le message et puis aussi la vision du parti. Cette convention devrait donc permettre à la parole des militants PPM de se libérer, de permettre à d'autres figures de se révéler et d'évoquer le renouveau de ce parti. Donc voilà, évoquer le renouveau de ce parti, donc la convention du congrès du PPM. Bon, là, je n'ai pas forcément grand-chose à dire. Je suis toujours dire que on va attendre pour voir ce qui sort, quelles sont les clarifications. Du point de vue théorique, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on pourra enfin aller plus loin que la formulation, je vais dire, qui me semble un peu mythique de la référence à Césaire. C'est-à-dire, je pense que dans le monde dans lequel on vit, la référence à Césaire reste insuffisante. Pourquoi? Parce que Césaire a fait quelque chose d'extraordinaire à une époque. Bon, il commence à sortir ces choses en 1930. Il écrit vers 50 les discours sur le colonialisme. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde, beaucoup de problématiques très importantes, des choses concernant pas mal de choses. Et en fait, j'ai toujours pensé que si on peut faire une référence à Césaire, donc aussi bien comme cet immense poète qu'il aimait, cet homme politique qui a choisi, bon, c'était les conditions de l'époque de dire, plutôt que de s'affronter contre la domination coloniale, essayons de lui dire chiche, comme il disait lui-même, essayons l'égalité et pouvoir. Bon, ça c'était à une époque on avait fait ça, mais aujourd'hui on a besoin non plus d'être seulement en référence, si tu veux, à un mythe fondateur, mais à le développement d'une unité solide, on va dire, des Martiniquais pour construire quelque chose qui nous permette d'aller de l'avant. Donc, on espère, bon, on attend, parce que si tu veux, je ne les espère jamais le développement, de l'avancement des idées. Donc, on va attendre pour voir quelles seront les conclusions. D'accord. Alors là, on va voir le Carbet des femmes de culture égalité. L'association féministe Culture Égalité organise des rencontres réservées aux femmes afin de libérer la parole de ces dernières. Ce samedi, une conférence-débat est organisée autour de la différence entre les hommes et les femmes. Pourquoi les femmes? Parce qu'il est important pour nous de prendre la parole, d'apprendre à prendre la parole, d'apprendre à dire ce que nous ressentons en tant que femmes dans cette société. Et quand les manifestations sont mixtes, les femmes n'osent pas parler, les femmes n'osent pas dire ce qu'elles veulent. Et on s'est rendu compte encore au cours du mois de mars, chaque fois que nous avons fait des manifestations, les hommes prenaient plus facilement la parole, et il y en avait de plus en plus qui prenaient la parole. Donc il est important pour nous de donner, d'apprendre, d'essayer avec ces femmes, de redonner confiance en elles, de déconstruire certaines choses, d'entendre ce qu'elles disent, de discuter de ces relations entre les hommes et les femmes. Et c'est pour ça que ce Carbet est réservé uniquement aux femmes. La thématique, c'est les hommes viennent-ils de Mars ? Et les femmes viennent-elles de Vénus? Alors c'est un livre qui a été écrit par John Gray, qui est un livre qui a été un best-seller, où tout le monde se dit, bon, les hommes, comme les femmes viennent, c'est de la planète de l'amour et les hommes, c'est la guerre. Donc les femmes et les hommes sont différents. Donc c'est normal que la société soit comme elle est et que les rôles des femmes soient différents des rôles des femmes. Nous disons oui, les femmes et les hommes sont différents. Nous n'avons pas le même sexe biologiquement. Les hommes ont un pénis et les femmes ont un vagin. Mais est-ce que ça veut dire, est-ce que ça nous oblige justement à avoir des rôles différents dans cette société? Et comment nous allons discuter de ça? Alors certaines personnes disent nous sommes complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de complémentarité qui est toujours en fait quelque chose qui est en défaveur des femmes. Donc nous invitons les femmes à venir discuter de toutes ces choses, un peu d'elles-mêmes aussi dans la relation avec leurs partenaires, avec leurs maris, leurs camarades, leurs copains et leurs collègues aussi, leurs collègues hommes. Donc ça aussi c'est important, c'est pour ça que nous les invitons à venir avec nous ce samedi-là. Les réservations sont obligatoires pour participer à ce Carbet qui promet, comme à l'accoutumée, des échanges fructueux. Donc voilà, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Le professeur de philo, ça c'est un bon sujet. En fait, tant qu'on reste dans la généralité, bon, on est obligé de donner des généralités. Et je crois que la problématique pour les gens maintenant, c'est d'être dans la rencontre de l'autre et dans l'échange, la communication. Et réussir à se comprendre. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Hein?
Mais généralité nous mène toujours généralité. Si on parle des hommes, on aura une déclinaison de choses. Les femmes, une déclinaison de choses. Maintenant, c'est vrai qu'on peut construire, et ça se voit beaucoup aujourd'hui, une relation où il y a un échange qui permet donc de développer l'humanité profonde, ce qui est aussi bien dans l'homme que dans la femme. D'accord. Alors, la cérémonie de fin de formation au 33e RIMA. On va voir ce sujet. Une animation particulière s'est déroulée ce matin sur la place des Arawaks de la ville de Shellshare. En effet, le 33e régiment d'infanterie de marine a organisé la cérémonie de fin de formation réserve et période militaire. Une trentaine de jeunes Antillais appelés à servir dans la compagnie de réserve du régiment, ainsi qu'une période militaire de découverte ont participé à cet événement. La tenue de la prise d'armes s'est faite en présence des familles et des associations patriotiques. Cette cérémonie est donc une étape importante dans le parcours professionnel de ces jeunes qui ont fait le choix de s'insérer dans la vie active grâce au concours des forces armées. La cérémonie d'aujourd'hui, déjà, elle a été décomposée en trois grands axes, on va dire. Donc d'abord la remise de brevets et de diplômes pour des personnels qui sont dans la réserve opérationnelle, qui ont déjà un petit passé, dont certains qui ont fait aujourd'hui leur classe. Une deuxième partie qui était composée de jeunes qui ont entre 16 et 20 ans et qui, eux, découvraient le monde militaire pour la première fois. Il y a 6 jours qui sont arrivés et qui faisaient leur période militaire découverte. Et la troisième partie de cette cérémonie était la remise de décoration pour un certain nombre de militaires de réserve. La symbolique, elle est très forte puisque c'est le moment à la fois de montrer à ces jeunes qui sont capables de faire autre chose que ce qu'ils vont faire, rester au bas de leur cité, mais c'est aussi l'occasion de montrer à la population qu'il y a un régiment qui rayonne, mais il y a aussi des personnels de réserve qui mènent des actions et qu'il y a surtout des jeunes Français qui sont en Martinique et qui ont envie aussi de servir un peu la République. Les jeunes qui ont fait cette période militaire découverte, ils sont allés au CIRFA, au Centre d'information de recrutement des forces armées qui se trouve à Gerbeau. Ils se sont inscrits et ils se sont donc proposés à faire une période militaire découverte. Et le principe de la période militaire découverte en Martinique, c'est que ça se passe pendant 5 jours. Et ils arrivent en général le lundi, ils repartent le vendredi. Là, exceptionnellement, ça s'est fait à cheval sur 2 semaines. Et ces jeunes vont découvrir le monde militaire, ils vont apprendre à vivre sur le terrain, à vivre en collectivité. La suite pour eux. 2 possibilités. Certains vont s'engager soit dans l'active, soit dans la réserve. Puis d'autres, c'est simplement à un moment donné, ils ont fait un acte citoyen en faisant un parcours, une étape de leur parcours optionnel de citoyen. Le message que je donnerais pour notre jeunesse, c'est n'hésitez pas, si vous avez envie de découvrir autre chose, de vous surpasser, rejoignez-nous et venez au sein du 33e RIMA, même dans la réserve opérationnelle. La cérémonie s'est terminée par un défilé des troupes le long de l'avenue du bord de mer. Servir d'exemple aux marsouins d'aujourd'hui. Pierre, marsouin du 33, chantant tous d'une même voix. Ces chants guerriers qui proclameront respect, honneur à nos traditions. Voilà. Donc. Oui, non, mais cette histoire de l'armée, en fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Vous voyez, mon père, il s'est engagé dans l'armée, donc, pour pouvoir nous élever, pour pouvoir, enfin, pas lui seul, hein, dans sa génération, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça. Hein, ils sont engagés, ils sont même allés, il y en a qui sont allés en Indochine, partout. 14-18, Indochine, Djen Foot. Après, quand même. Et il a 45. Beaucoup de copains qui étaient des militaires. Mais l'idée, c'était quoi? L'idée, c'était de trouver un endroit où on a quelque chose d'organisé, de structuré, où on peut pratiquer généralement un métier. Lui, il était mécanicien, boulanger, enfin, des choses comme ça. Et on a un peu parcours de carrière et la possibilité par la suite, quand on a terminé de faire cet engagement, de réussir à trouver des emplois réservés, d'accord? Donc c'est une espèce d'organisation, on va dire, économique. Ce qui pose problème, alors il y a des gens qui regrettent l'absence de l'armée, mais pour ça, ce qui pose problème pour nos sociétés, hein, c'est que cette question de l'armée, c'est fondamentalement une définition qui n'est pas tourner d'abord vers, on va dire, le service de la société, le service civil, c'est le service armé pour la défense, ou des fois pour la conquête, pour l'occupation, pour des choses comme ça. Alors, bien entendu, on a besoin donc de personnes, de techniciens, de mécaniciens, de transmission, de tout ça. Donc, à la faveur de ça,
on peut trouver des formations qui permettent aux gens de trouver des choses intéressantes. Bon, pour le moment, si on peut trouver des choses intéressantes là-dedans, tant mieux. Il y a des gens que ça forme, c'est vrai, il faut le dire. Ils ont dit au lieu de rester en bas des cités. Ceci dit, l'idéal serait qu'on puisse, à terme, bon, j'espère bien que ça se fera pour un jour, je ne sais pas quand, hein, que l'on puisse permettre que les jeunes gens et les jeunes filles s'engagent dans un service, soit le service pour la société, où on va faire des choses qui permettront de rendre la société plus intéressante, à tout point de vue, quoi. D'accord. Alors, on va maintenant le collectif des citoyens pour une santé au service des Martiniquais. Le collectif des citoyens pour une service de santé de Martiniquais a été lancé à l'initiative d'un groupe de camarades et d'administrés. On constate qu'il y a une dégradation de la prise en charge de la santé et de la qualité des soins en Martinique. Et puis, simplement aussi parce qu'on a eu connaissance du deuxième plan de relance qui a été signé par l'agence de santé, l'agence régionale de santé, pour résorber le déficit de l'hôpital public en Martinique. Et ce plan de relance prévoit la suppression encore de 212 lits en Martinique et de 312 équivalents temps plein. Ce qui veut dire que l'hôpital le plus récent que nous avons sur le territoire, qui est l'hôpital de Mango-Vulsin, qui est un hôpital parasismique, va être fermé, simplement et purement, et être transformé en EHPAD. Et puis on constate bien sûr au démantèlement du CH, du centre hospitalier Louis Domergue de la Trinité, qui n'a plus de moyens pour pouvoir fonctionner, donc l'hôpital se meurt. Ce plan de relance prévoit notamment de concentrer toute l'action du service public hospitalier de la Martinique au centre hospitalier Pierre-Zob d'Akitman, qui l'on sait est un bâtiment qui est vétuste. Comment peut-on penser à une santé pour 400 000 Martiniquais et situer ce centre de santé à un seul point du territoire, quand bien même nous sommes un petit territoire, mais nous sommes un territoire avec des spécificités, avec une topographie bien particulière, et nous sommes contre ce plan de santé, ce plan de relance phase 2, qui prévoit simplement et purement la fermeture d'un hôpital qui a quand même coûté 200 millions d'euros. Donc ce collectif a été monté pour ça, et nous invitons donc les administrés, les usagers, les associations. Donc ce n'est ni une action syndicale, ni une action politique, c'est simplement des administrés, des usagers qui se soulevons contre cette politique mise en place. Donc le jeudi 14 avril, nous invitons la population à nous rejoindre à 7h à l'hôpital de Mango-Vulsin pour une marche qui se veut solidaire pour la sauvegarde de notre santé en Martinique. Oui, non, il y a quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on a appelé des impératifs économiques, financiers et techniques qui font que des solutions, on va appeler ça technocratiques, sont mises en place pour alors faire des économies, augmenter l'efficacité, augmenter le rendement et que sais-je encore, ou regrouper les choses pour être plus efficaces. Ça, c'est une vision, on va appeler ça rapidement comme ça, technocratique et financière. Le seul ennui, enfin le gros ennui, c'est que ça pose problème par rapport aux besoins des gens, de la population, qui peuvent pas, ces besoins ne peuvent pas être réglés comme ça, sans tenir compte de la vie des gens. Alors la vie plus loin, puis la vie est l'apostrophe. Bon, et donc ce qu'il y a d'intéressant dans notre époque, l'époque dans laquelle nous vivons, c'est qu'il est possible de faire apparaître ces points de vue. C'est très important. Nous vivons une époque où les gens ne saisissent pas très bien ça, où les idées s'expriment. Alors, il y a une difficulté à ce qu'elles soient complètement mises en œuvre dans la pratique. Hein. Alors, la force des intérêts financiers, des lobbies, les anciennes habitudes, les clichés, les manières de faire, etc., créent une certaine difficulté. Mais au moins, il y a posé ce problème-là. C'est-à-dire que par rapport aux impératifs prétendus de la technique et de l'économie, qu'en est-il des impératifs d'une vie humaine, des usagers harmonieuse, qui tiennent compte d'autre chose que de ces impératifs-là? Alors, plus il y aura des personnes qui comprendront ça, mieux, évidemment, on sera en mesure de peser sur l'orientation des décisions. D'accord. Aujourd'hui, des élèves se prennent en main. On a vu un job dating pour les élèves de l'école de gestion et de commerce.
Donc on va voir ça. Le GC, l'école de gestion et de commerce, organisait ce matin une rencontre avec des professionnels pour les étudiants de première année. L'occasion de simuler des entretiens de recrutement pour ces étudiants encore novices en la matière. Cette matinée a été organisée par les étudiants de deuxième année. C'est donc un job dating. Donc dans le cadre d'une matière conduite de projet en deuxième année, nous devons donc mettre en place un projet de A à Z en groupe. Donc les étudiants vont recevoir à 8h un intervenant, un coach, M. Patrick Burnet, qui va vraiment leur parler des attentes des chefs d'entreprise aujourd'hui et également les motiver pour le job dating. Et ensuite nous passerons donc au job dating, c'est vraiment la grosse partie. Donc nous avons invité 14 intervenants. Les étudiants vont passer donc un à un entretien de recrutement, une simulation d'une durée de 5 minutes et ensuite ils pourront avoir en fait un retour de leurs prestations pour pouvoir identifier leurs points forts et leurs points à améliorer par la suite. Ce projet illustre bien la volonté de l'école d'ancrer ses étudiants dans la réalité du monde professionnel. Tous les ans, les étudiants organisent des projets qui sont en général des projets touchant un petit peu à la dynamique de l'école et qui visent à mettre en relation des professionnels avec les étudiants. L'idée, c'est de les mettre en situation face à un recruteur. C'est-à-dire, je dois décrocher mon stage, je vais rencontrer des recruteurs, comment je me présente, comment je valorise mon CV, etc. On a un module à l'école, enfin un enseignement sur les 3 ans de développement personnel qui est très important. Ça va de la gestion du stress à la prise de parole en public, à maîtriser un entretien téléphonique, etc. Donc il y a différents outils. Tout ça contribue à valoriser leur personne et être le plus, on va dire, à l'aise possible face à un recruteur. Avant que le job dating ne commence, un intervenant a adressé aux étudiants ses derniers conseils. Aujourd'hui, je suis là en tant que coach, un peu un mentor, celui qui va prodiguer, je dirais, des outils de son expérience. Quand tu cherches un stage ou ton futur emploi, il faut être préparé. La matinée aura été pour bon nombre d'étudiants un premier contact avec le monde professionnel, une expérience riche d'enseignements. Oui, c'est très intéressant. Pour une raison, c'est qu'il y a effectivement quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut réussir en Martinique, c'est nous rendre plus efficaces dans la plupart des pratiques que nous avons, donc, qui sont d'ordre commercial, d'ordre de la production, de la diffusion, tout ça. Il faut être plus efficace puisque, en gros, comme le monde change, il faut pouvoir changer avec, ça c'est clair. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Mais, et donc ça c'est très intéressant parce que on trouve souvent, j'ai entendu un certain nombre de choses, des personnes, des individus qui sont un petit peu perdus parce qu'ils ne sont pas coachés suffisamment pour être efficaces dans leur démarche. Donc ça c'est très important. Il y a un deuxième problème aussi pour la société, c'est l'adéquation entre les demandeurs et puis ceux qui offrent. Je voulais simplement ajouter que de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qu'il faudrait encore apporter en plus dans la formation des gens. C'est une manière de comprendre que le monde est plus philosophique. En gros, je veux dire simplement que la technologie, c'est très important, c'est vrai. L'efficacité, c'est très important. Mais de par le fait que j'ai été prof de philo, j'ai vu ces jeunes-là. Je les ai eus, j'ai formé les terminales efficaces, parmi lesquels il y a des jeunes aujourd'hui qui fabriquent des bateaux dans des endroits très loin, tout ça, etc. Donc, mais j'ai noté la nécessité de pouvoir apporter un mode de pensée, donc une réflexion philosophique qui stabilise la perception du monde, la relation avec les autres, etc. On ne peut pas construire le monde seulement, comme je le disais tout à l'heure, à partir des impératifs seulement techniques ou commerciaux. D'accord. Alors, on va finir sur la visite de Mme Paul Langevin, la ministre, au quartier Vieux-Pont. Ce matin, l'Agence des 50 pas géométriques et la ville du Lamentin ont accueilli Georges Paul Langevin, ministre des Outre-mer, pour une présentation de 2 maisons réalisées en autoconstruction au quartier Vieux-Pont au Lamentin. Ce quartier a bénéficié d'une approche environnementale et sociale de l'urbanisme afin d'aménager ce lieu dit où la population vivait dans une situation insalubre. On en avait besoin, parce que lorsque je suis arrivé, j'ai été élu maire en 1989, ici c'était une espèce de cloaque invivable. Et tout de suite, en tant que bâtisseur, je n'ai pas admis qu'une population de Lamentin vive dans cet état de dénouement.
Donc il y avait 317 familles qui vivaient ici. Et il y avait des milliers de carcasses de voitures dont certaines servaient de chambres à coucher. On ne pouvait observer ça. Je ne vais pas faire l'histoire de Vieux-Pont, c'est déjà du passé, etc. Nous sommes arrivés donc à réaliser un certain nombre d'équipements. Et avec l'agence de 50 pas géométriques, nous avons pris le taureau par les cornes. Et vous voyez le résultat aujourd'hui. Ce n'est qu'un début. La ministre a pris le temps de visiter le quartier Vieux-Pont et son bilan est globalement positif. Pour elle, cette politique est une démarche d'avenir pour la construction d'écoquartiers. Je crois que c'est une opération exemplaire. J'espère qu'elle marchera bien et que nous pourrons la dupliquer dans d'autres endroits où on a besoin aussi de sortir de l'habitat indigne. Un certain nombre de Martiniquais qui n'ont pas peut-être les moyens d'aller loin, d'aller ailleurs, mais qui ont besoin de vivre dignement. Les habitants du quartier Vieux-Pont accueillent très favorablement cette initiative inédite de résorption de l'habitat insalubre. Devenir propriétaire, vivre dans des conditions décentes dans son quartier, tels sont les objectifs atteints. Moi, c'est un plaisir, parce que depuis après 50 ans que j'habitais là, 50 ans, je dis, il y a au moins 20 ans de galère, je fais des marches, tout est comme ça. Ah, je suis contente. Ça a été une longue attente. Et maintenant, les maisons ne sont pas tout à fait finies, mais la remise symbolique des clés me fait penser qu'il faut que notre espoir continue à grandir. Pourquoi? Ça commence à se réaliser. Nous voyons enfin le bout du tunnel. Nous ne sommes pas dans la sortie, mais nous en voyons le bout. Donc, si les choses précisent, si ça continue, je pense que ces deux maisons, c'est la clé vers un meilleur demain pour les habitants du quartier. Des quartiers d'autres communes pourraient prochainement bénéficier de ce dispositif de régularisation novateur. Vous savez, je connais très bien ce problème-là. L'habitat insalubre au quartier, oui, dans ce quartier. Et puis il y a l'autre côté, Fouachaud. Oui. On avait dans le temps posé le problème suivant. Ça veut dire comment moderniser ça en réussissant à obtenir une vie meilleure des gens. Vous voyez, alors c'est pas Vieux-Pont exactement, un peu plus haut. Il y avait le quartier Fouachaud, il y avait un terrain de football. C'est vrai que c'était insalubre tout ça. Un terrain de football, les gens, il y avait certaines pratiques, certaines façons de vivre. C'était pas l'idéal. Hein? Mais la question était de savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que l'impératif, par exemple, de logement simplement, l'impératif technique, sans tenir compte d'une problématique du relationnel de l'humain, qu'est-ce qu'on va apporter comme éléments culturels, éléments de compréhension du monde, éléments relationnels, de formation des personnes, etc. Est-ce qu'en modifiant seulement l'habitat, on obtient une vie meilleure? Pour ce qui se passe pour Vieux-Pont, je crois que tout le monde sait qu'effectivement, on a amélioré les choses à Vieux-Pont, mais ça n'a pas amélioré les choses dans certains quartiers périphériques du Lamentin où, si vous voulez, les problématiques sociales des personnes dans ces situations-là se reproduisent dans d'autres conditions. Dans d'autres types d'habitat, dans des cités où c'est moins insalubre, tout ça, mais où la relation humaine reste très difficile et les jeunes enfants et les parents et tout ça, c'est quelque chose qui reste assez complexe. Et donc, l'idée que je suis en train de dire, c'est qu'on a assisté un peu à la même chose. Nous émettions des idées, mais nos idées ne sont pas passées complètement parce qu'on est en face, si tu veux, si vous voulez, d'une démarche de développement comme ça. Espérons qu'au fur et à mesure, on arrivera à aller plus au fond et qu'on prendra en considération non seulement l'aspect externe, l'habitat, le fait de faire habiter des gens, c'est toujours très bien. Bien sûr, la dame, elle dit 20 ans de galère. J'entends la personne qui parle là. Il y a une personne qui parle, je sais, je connais ce que cette personne a subi déjà. Et comment, quand vous avez une petite amélioration pour vous, c'est une bonne chose. Je suis complètement d'accord, parce que quand même, une petite amélioration, même de rien du tout, ça change la vie des gens. Mais la question que je me pose en tant que penseur, que j'observe la société, il y a une démarche en profondeur à mettre en œuvre pour que la vie même, l'échange, la relation humaine soit construite sur de meilleures bases. Bon, alors, comment on peut faire ça? Ça, c'est une question, il faut s'atteler à ça. Oui. Alors, vous êtes aussi, on l'a dit, musicien. Oui. Et penseur, et vous dites aux gens, apprendre, manger, PIA. Mais vous avez fait un dernier CD. Oui. On va se laisser sur apprendre, manger, PIA, mais parlez-nous du dernier CD.
Oui, alors, j'ai fait Apprendre manger PIA, ça c'est le chant et la musique. Oui. Prochainement, j'aurai l'occasion de présenter aux gens un travail où il y a de l'expression musicale qui fait établir un dialogue entre les instruments qui est le prolongement de ce qu'on appelle le sentiment bel-air. C'est pour bientôt. Mais le apprendre, dans Apprendre manger PIA, si on revient sur ça, c'est l'idée du apprendre. Parce qu'on est en relation avec notre environnement, mais ça n'enlève pas la nécessité que l'on se forme, qu'on développe, qu'on aille plus loin, enfin, qu'on trouve ce qu'il faut faire pour que ça soit mieux, quoi. C'est ça l'idée. Et le dernier CD, c'est un CD ou un clip? C'est un CD qui va sortir prochainement. Ça va s'appeler Moment, musique, Bel-Air. Alors, et le Bel-Air, aujourd'hui, on voit que tout le monde se l'approprie, puisqu'on voit même des Français sur la toile, on voit des gens qui n'ont rien à voir avec le monde Bel-Air, qui découvrent cette musique et qui se l'approprient. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est très bien parce qu'on a pris la salsa de cubain, on a pris la samba de brésilien, on a pris la kizomba, parce qu'on a beaucoup aimé César Evora. Bon, quand même, c'est un échange, pas ni pièce problème. Hein? Donc, nous apprenons Taïwa, il faut qu'on apprenne à nous aussi. D'accord. Bien. Eh bien, on va voir le clip. Apprendre manger PIA, maman ni bon manger en PIA. Et nous faut nous manger. Voilà. On va voir ça tout de suite. Apprendre manger PIA, maïlani bon mangeant PIA. Apprendre manger PIA. Maïlani bon mangeant PIA. Apprendre manger PIA. Manger PIA qui bon pour nous. Apprendre manger PIA. Manger PIA bon pour nous. Apprendre manger PIA. Belle manger, bon manger. Apprendre manger PIA. Belle manger, bon manger. Apprendre manger PIA. Banane noire c'est bon manger. Apprendre manger PIA. C'est pas pour exporter seulement. Apprendre manger PIA. Oui à pain c'est bon manger. Apprendre manger PIA. Dachinois c'est bon manger. Apprendre manger PIA. Oui à nous c'est bon manger. Apprendre manger PIA. Crébèche noire c'est bon manger. Apprendre manger PIA. Poisson noir c'est bon manger. Apprendre manger PIA. Maïlani bon mangeant PIA. Apprendre manger PIA. Maïlani bon mangeant PIA. Apprendre manger PIA. Ni moun ka podian PIA. Apprendre manger PIA. Ni moun ka défendre PIA. Apprendre manger PIA. Ka défendre produit PIA. Apprendre manger PIA. Ka étudier produit PIA. Apprendre manger PIA. Ka préparer manger PIA. Apprendre manger PIA. Maïlani bon mangeant PIA. Apprendre manger PIA. Maïlani bon mangeant PIA. Apprendre manger PIA. Manger PIA qui bon pour nous. Apprendre manger PIA. Manger PIA bon pour nous. Apprendre manger PIA. Belle manger, bon manger. Apprendre manger PIA. Belle manger ni bon manger. Apprendre manger PIA. Tout PIA yo connaît ça. Apprendre manger PIA. Tout PIA qu'a fait comme ça. Apprendre manger PIA. Yo ka manger yo ni. Apprendre manger PIA. Allez Mexique ou que ouest ça. Apprendre manger PIA. Allez Dominique pour ça ouest ça. Apprendre manger PIA. Allez Saint-Lucie pour ça ouest ça. Apprendre manger PIA. Venezuela ou que ouest ça. Apprendre manger PIA. Aïe Canada constate ça. Apprendre manger PIA. Tout PIA yo connaît ça. Apprendre manger PIA. Tout PIA qu'a fait comme ça. Apprendre manger PIA. Maïlani bon mangeant PIA. Apprendre manger PIA. Maïlani bon mangeant PIA. Eh bien voilà, Edmond Mondésir, merci. On arrive au bout de cette émission, 7 jours en Martinique. Merci de nous avoir commenté cette actualité. Et puis, j'ai une question pour toi. Apprendre à manger PIA, nous tentons, nous comprendre, mais est-ce que vous connaissez en manger, il y a crié coco millet?
Ah non, mais pas qu'on est toute bagaille. Hein. Eh bien, Coco Milé, en le monde qui a étudié pomme de terre, eh bien, apprendre à manger pays, c'est en pomme de terre tanou, et qui a grimpé en les. Il pas à terre, Oui. qui a grimpé, et puis il y a un goût pomme de terre et puis châtaigne. Ah, très bien. Voilà, donc apprendre à manger pays. Manger pays. Hein. Merci Edmond, mon désir, pour cette semaine en Martinique. À bientôt. À bientôt. Au revoir.